suis d'abord ravi de vous retrouver pour cette deuxième fois sur le webinaire. Je me présente rapidement, je suis Hervé Alberton, le Customer Success Manager de l'équipe OnCrawl. Vous m'avez sûrement déjà croisé lors d'événements SEO ou me suivez sur Twitter. Je suis dans le web depuis 15 ans, avec une très grosse partie de ma carrière en tant que technicien et développeur. Et je suis passé par le marketing aussi ensuite chez Orange, où j'étais responsable des boutiques Orange et Soch. Aujourd'hui, je m'occupe de vous, les utilisateurs, et de répondre au maximum à vos questions. Je suis disponible sur mon mail que vous aurez à la fin du webinaire. N'hésitez jamais à m'envoyer un petit message. Ça fait toujours plaisir de vous voir passer, puis éventuellement de poser des questions ou de lancer des challenges. On adore ça chez Cognitive. Aujourd'hui, au programme, nous allons parler budget crawl, comment il peut être optimisé en vue de performance SEO. Le budget crawl, c'est un sujet à part entière qui est de plus en plus mis sur la table. Google affiche ouvertement qu'il n'a pas vraiment de terme pour le budget crawl, mais on constate très fortement en suivant les logs et les analyses qu'il y a réellement un sujet autour du budget et que son optimisation est vraiment un des facteurs clés aujourd'hui pour maximiser votre investissement technique et ROI. Ce que dit Google sur le crawl budget, c'est très simple. Ils ont posté très récemment, c'était en janvier, je crois, mi-janvier, un post sur leur blog. Ils nous disent en substance qu'il n'y a pas de terme défini exactement par Google pour le sujet que nous appelons budget crawl en tant que SEO. On observe, enfin Google dit que si votre site reçoit un nombre important de visites de la part de Googlebot et que toutes les pages sont IT, eh bien, vous n'avez pas à vous soucier du budget de crawl et que ce budget de crawl est vraiment plus spécialisé pour les sites à très très fort volume. On verra que c'est à la fois vrai et à la fois faux. Tous les sites aujourd'hui qui sont dans la Google Search Console ont forcément du budget de crawl. On peut le constater dans le suivi des métriques de Google. Dans cet article-là, on apprend que Google cherche à atteindre une limite de volume de crawl qu'il peut faire sur votre site. Quand il atteint cette limite, on constate très souvent que lorsqu'un temps de chargement explose, Google coupe quasiment par deux son budget de crawl et qu'il y a des facteurs qui peuvent impacter le budget de crawl, en l'occurrence des navigations à facettes, des spider traps, une mauvaise gestion des canoniques, une mauvaise gestion des contenus pauvres ou très dupliqués. Nous allons passer en revue toutes ces informations. Tout d'abord, je voulais vous rappeler comment fonctionne exactement le crawl de Google. Le graphique que vous voyez à droite, c'est un document qui est issu d'une spécification de Google. Il nous indique que le crawl débute forcément par le hit sur un robot TXT et qu'ensuite c'est un dépilage d'un ensemble d'URL qui sont compilés dans une liste que Google va tenter de fetcher et va comparer avec les URL qu'il connaît déjà et les métriques qu'il a déjà en base. On sait que Google a très envie d'avoir un index le plus exhaustif possible, donc on constate que même si votre site est en JavaScript, Google va envoyer des crawlers dits de troisième niveau, des crawlers JavaScript, mais vous le savez, je l'ai souvent dit, j'ai un gros problème avec les sites en JavaScript. Il faut faire très attention. Ces crawlers de Google en JavaScript consomment énormément de ressources machines et ils ne les envoient en moyenne qu'une fois par trimestre. Donc il faut quand même penser, quand on fait un site en JavaScript, de toujours avoir une méthode pour que Google puisse crawler les pages, qui puissent avoir accès aux pages en dehors d'une navigation JavaScript. Ce que va faire Google, c'est qu'il va vérifier l'état de la mise à jour de la page, il va la comparer avec le contenu qu'il avait indexé précédemment, va vérifier la fraîcheur de la page, va vérifier tout un tas de métriques pour évaluer
si la page est importante ou peu importante. En effet, Google doit optimiser ses ressources de crawl. Et pour optimiser ses ressources de crawl, il ne peut pas crawler 100% de toutes les pages de tous les sites qui sont déployés sur le web. Et donc, il est obligé d'affecter un score d'importance. Et on va voir en quoi ce score d'importance est extrêmement important, disons-le, à suivre. Nous, ce que l'on sait chez OnCrawl, c'est que le budget de crawl dépend de plusieurs facteurs, et vous les connaissez tous, hein, ils sont affichés en général dans la Google Search Console. On sait qu'un des facteurs essentiels aujourd'hui dans un monde tourné vers le mobile, c'est avant tout le temps de réponse des pages. En plus du temps de réponse des pages, il y a forcément la qualité de votre site, sa capacité à répondre en 200 tout le temps. Vous verrez, vous l'avez sûrement constaté, que lorsqu'un site commence à avoir des 404, des 500 ou même des 300, 301, 302, le budget de crawl est impacté parce que Google va venir dépenser énormément de ressources, énormément de budget pour vérifier si les erreurs ont été corrigées ou si les 300 sont maintenus. En l'occurrence, les 302 consomment énormément de budget de crawl. Et donc, toutes ces optimisations de status code sont à suivre et sont des métriques importantes. Google affecte un budget de crawl beaucoup plus important pour les pages riches sémantiquement, riches en contenu. Il y a quand même des limites. Vous m'entendrez dire un peu plus tard dans ce webinaire qu'il faut enrichir vos pages de contenu importantes. Eh bien, il y a quand même une limite à ne pas dépasser. On a constaté chez certains de nos utilisateurs que, à vouloir trop bien faire, à vouloir trop rajouter de contenu, il peut y avoir des impacts néfastes. Donc, il faut trouver le juste milieu, le juste équilibre et suivre le nombre de mots qui sont positionnés dans la page. La diversité des encres, en effet, une page est importante quand elle reçoit beaucoup de liens, ça vous le savez. On a un métrique qui s'appelle le InRank qui vous permet de connaître, de suivre un peu la popularité en interne d'une page. Et il n'y a pas que la popularité, il n'y a pas que le nombre qui compte, il y a aussi la qualité. La qualité des encres est extrêmement importante pour que Google puisse sentir que la page est importante dans votre structure. La popularité des pages, j'en ai parlé, et il y a des facteurs purement optimisants. Vous les connaissez, hein, ce sont la réduction des poids des images, le nombre et la capacité de votre site à avoir des CSS, des JS, des GIFs. On a de plus en plus de pardon, de, je cherche mes mots, mais je vais le trouver, de fontes qui sont appelées. Et on sait que optimiser les appels de ressources externes, par exemple en utilisant un CDN, peut avoir un très bon impact sur votre budget de crawl. Vous le voyez hein, dans la Google Search Console, sur la droite, on a souvent, sans forcément le savoir, Google qui vient iter des pages en erreur ou qui ne trouve plus des pages. Forcément, lorsque vous avez une explosion ou une anomalie qui arrive sur votre site, votre budget de crawl va être impacté. On va le voir. J'en ai parlé. Hein, donc, pour Google, les facteurs importants, ce sont ce fameux score de page importance. Il est issu d'un brevet hein, déposé par Google. Vous pourrez très bien demander le lien. On publiera d'ailleurs un article très prochainement sur ce sujet-là. Et il y a aussi la faculté de votre site à pouvoir s'adapter, à pouvoir être de plus en plus de mieux en mieux optimisé, plus en plus qui change régulièrement, pardon, et on a un impact de fraîcheur des contenus. Comment Google peut planifier le crawl des URL importantes? Eh bien, j'en ai parlé, hein, c'est cette notion de page importance qui dépend de la localisation de la page, la profondeur de la page dans votre architecture. Forcément, il y a des facteurs off-site, le PageRank externe. Alors, on n'a plus l'affichage du PageRank, mais évidemment, c'est un algo qui reste profondément ancré dans le système de Google. On a, par exemple, chez Majestic, des éléments qui nous permettent d'évaluer l'importance d'une page plutôt qu'une autre. Hein, le Trust Flow, le Citation Flow, n'hésitez pas à faire des corrélations entre les volumes de crawl de certaines pages et leur Trust Flow, leur Citation Flow. Le PageRank interne, on en a parlé. Le type de document, Google apprécie énormément les PDF. Il aime beaucoup dépenser du temps à parcourir vos PDF. C'est quelque chose qui est intéressant. On sait qu'il y a le Knowledge Vault qui se cache derrière. Google aime bien
enfin, Google sait qu'un PDF est souvent vraiment un fichier qu'on veut partager, qu'on veut déployer, et donc ce sont souvent des fichiers de très bonne qualité. C'est pour ça que Google dépense beaucoup de temps et beaucoup de budget sur les PDF. Le fait que la page soit inclue dans un sitemap, ça a aussi un importance, ça joue sur le facteur d'importance de la page. N'hésitez pas, d'ailleurs, petite astuce, n'hésitez pas, pour connaître un peu le volume d'indexation de votre site, n'hésitez pas à découper vos sitemaps et par type de page, typologie de page par exemple, ce qui vous permettra ensuite dans la Google Search Console de suivre au fur et à mesure l'évolution de l'indexation de toutes ces pages sitemap par sitemap. Je pense que ça, c'est un petit tip assez intéressant. Je remercie d'ailleurs Philippe Lane de Manageo de m'avoir soufflé ce petit tip à l'oreille. J'en ai parlé, le taux, la fréquence de mise à jour est aussi extrêmement importante. Vous le savez, hein, Google passe énormément de temps à venir vérifier votre homepage. La homepage, c'est vraiment la page sur laquelle normalement les nouveaux contenus sont remontés en priorité, hein. Quand on a une stratégie de déploiement de contenu, par exemple pour un acteur média, les nouveaux articles sont très souvent mis en exergue sur la page d'accueil, mais il n'y a pas que la page d'accueil, il y a aussi les en-têtes de catégories qui sont importantes et Google dépense énormément de temps à venir iter ces en-têtes de catégories, c'est N-1, ce sont forcément des pages sur lesquelles il faut que vous fassiez remonter vos derniers articles. Vous avez deux choses à optimiser, c'est la fréquence de mise à jour de ces pages-là. En mettant des nouveaux contenus, en remontant les nouveaux articles, vous allez mettre à jour cette page et la fraîcheur de cette page va être augmentée. Donc, la page importance va être aussi augmentée. Et vous allez aussi optimiser votre maillage, c'est-à-dire que vous allez redéployer de la popularité de ces pages mères, qui sont souvent très importantes. Vous allez redéployer cette popularité vers des pages plus profondes et vous allez ainsi lisser le PageRank interne et essayer d'optimiser peut-être au bon moment les liens. Par exemple, je prends souvent l'exemple d'un acteur, d'un commerçant, on va dire un vendeur de vin. Le vendeur de vin a très envie de maximiser son maillage vers ses rosés au début de l'été, comme c'est le cas aujourd'hui, et beaucoup moins vers les vins du Jura, bien que je n'ai pas de problème avec les vins du Jura, mais on les boit plutôt en hiver. Et donc, l'optimisation du maillage en fonction la saisonnalité est importante et c'est sur les pages les pages importantes, les pages qui sont très fréquemment visitées par Google, que vous allez pouvoir optimiser votre maillage. J'en ai parlé, la qualité du contenu, le nombre de mots dans la page est important. Google fait très attention, on l'a vu tout à l'heure, enfin vous l'avez peut-être pas vu très rapidement, mais vous pouvez le revoir, le webinaire est intégralement filmé. Vous verrez dans le schéma que Google annonce, il y a une détection directe du contenu dit dupliqué ou proche. Il faut faire très attention à ce contenu dupliqué. Il consomme énormément de budget de crawl. Si deux pages sont proches sémantiquement ou sont proches en contenu ou ont un contenu faible, Google va avoir tendance à venir les iter pour rien, j'ai envie de dire. Et il va falloir que vous ayez une gestion de votre architecture de contenu. Les contenus riches sont à favoriser, les contenus plus pauvres sont à défavoriser au travers du maillage, au travers d'autres optimisations que vous pouvez faire. Et évidemment, comme le PageRank, la page importance est quelque chose qui s'hérite de page en page. Donc, plus une page mère était importante, plus ses enfants, plus ses filles vont être importants. Tout ça pour que, en fait, Google puisse, dans sa liste d'URL à dépiler quand il vient crawler votre site, puisse dépiler les pages les plus enrichissantes pour lui, les plus importantes. Et on retrouve énormément ce terme-là. Forcément, c'est un moyen pour Google d'optimiser ses ressources machines. Vous le voyez, si on regarde là, on est sur la fréquence de crawl sur différents univers d'un même site. Google ne vient pas à la même fréquence sur les différentes parties. On sait et on constate que quand Google vient moins sur une partie du site, souvent, il y a un effet assez rapide sur le ranking et toujours Philippe Lane, avec qui on a échangé lors du SEO Camp de Lyon, me disait que c'est un bon moyen de prévoir ou de prédire une perte de ranking sur une thématique, enfin sur une partie du site. Et du coup, quand on constate une anomalie et quand on constate que Google vient moins fréquemment sur une partie du site, tout de suite prendre des contre-mesures pour tempérer la perte de ranking possible. On sait que Google va devoir
explorer tout votre site et pas forcément tout le temps de la même manière. Il faut absolument pouvoir avoir cette granularité dans les typologies de pages ou les groupes de pages que Google vient visiter. C'est une typologie qui est beaucoup plus fine quand on fait de l'analyse de log que le retour de la Google Search Console. Vous connaissez notre point de vue sur l'analyse de log, je ne vais pas m'étendre là-dessus. La page d'importance, on l'a dit, hein, donc c'est la localisation de la page dans l'architecture. Vous voyez sur les graphiques de droite, que vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs si vous étiez à Lyon, vous voyez dans les graphiques de droite que plus une page est profonde, moins Google va venir la visiter. Deuxième graphique, plus une page contient de mots, plus Google vient la visiter. Troisième graphique, plus une page contient de mots, encore une fois, plus, Google va venir visiter, va venir indexer les pages qui ont le plus de mots dans votre architecture. Donc, il faut que vous ayez une vraie gestion de vos pages au contenu pauvre et que vous essayez éventuellement, si ce sont des pages héroïstes, de les pousser dans votre maillage. Et on a l'indicateur InRank à la popularité. Moins une page est populaire, au travers des liens de l'architecture, moins Google va venir la visiter. Et comme je disais tout à l'heure, donc j'ai repris les informations de la page d'importance. On sait avec l'analyse croisée que certains métriques sont essentiels pour l'optimisation de votre budget de crawl. Budget de crawl, comme je disais tout à l'heure, hein, 100% des sites qui sont dans Google Search Console, ou même 100% des sites, que vous l'ayez ajouté dans Search Console ou pas, ont forcément cette statistique d'exploration, et c'est exactement le budget de crawl que l'on constate, enfin que l'on cherche à optimiser. Vous voyez que la vision Google Search Console dans le premier graphique est équivalente à la vision de l'analyse de log dans un crawl. L'important, comme je disais tout à l'heure, c'est de détecter rapidement une anomalie de comportement du bot et savoir réagir ou connaître l'impact que ça peut avoir sur les visites SEO. On sait que, et c'est vraiment le facteur le plus important, que le temps de chargement d'une page est décisif pour le budget de crawl. En effet, on est dans un monde mobile, je le disais en introduction. Donc, votre meilleur atout pour optimiser votre budget de crawl et pour optimiser votre SEO aujourd'hui, c'est le temps de chargement des pages. Le temps de chargement des pages, il y a énormément de solutions possibles pour l'optimiser. Vous avez des solutions de CDN, on apprécie Cloudflare, on apprécie des CDN qui permettent en fait aux robots de Google et aux utilisateurs d'être le plus proche possible des ressources et de recevoir les pages le plus rapidement possible. Il y a aussi des systèmes de cache qui vous permettent en fait de ne plus faire des requêtes en base de données lorsqu'une page est appelée. Un utilisateur est passé sur une page ou alors votre cache a été warm-up, a été réchauffé et à partir du moment où cette page n'a pas évolué dans le temps, elle va être restituée à l'utilisateur extrêmement rapidement. Bien sûr, ces systèmes de gestion de temps de réponse doivent se faire main dans la main avec votre IT, main dans la main avec les développeurs pour essayer de maximiser étape après étape, quick win après quick win, ou alors dans une refonte beaucoup plus structurelle, d'avoir une vraie roadmap et d'avoir des métriques qui vous permettent de suivre le avant-après. On voit que le temps de chargement impacte fortement le nombre de pages crawlées et la fréquence de crawl. Le temps de chargement, toujours, Google parle énormément du temps de chargement. Vous voyez sur la droite, nous avons l'exemple, encore une fois, Manageo, qui avait un budget de crawl. Donc, vous le voyez, un budget de crawl est linéaire, son augmentation est linéaire. Que cherche à faire Google? Je l'ai dit dans les premiers slides, Google cherche à atteindre la limite de votre site. Et vous voyez qu'en mai, il y a un décroché du nombre de pages explorées par jour. On voit la même chose, on constate la même chose dans l'analyse de log ensuite. Ce décrochage est dû, et vous le verrez par la suite, est dû à un changement dans la vitesse de réponse du site. Instantanément, quand Google a détecté que votre site répondait beaucoup moins vite que d'habitude, il va couper, et là il coupe son budget de crawl par 2. Donc forcément, côté serveur, vous devez optimiser vos codes, réduire un maximum les redirections, utiliser un maximum la compression, améliorer les temps de réponse. Je l'ai dit et je le répète, c'est vraiment le facteur numéro 1 aujourd'hui pour une optimisation du budget de crawl. Et côté front, vous avez des développeurs qui connaissent le lazy loading, qui savent supprimer des JavaScript qui ne sont pas importants, qui savent exploiter la mise en cache du navigateur.
Appeler les scripts en asynchrone, on a de nombreux sites qui ont des dizaines de scripts de tracking ou de retargeting. Appelez-les en asynchrone. Appelez-les en asynchrone, faites en sorte que votre temps de chargement pour votre utilisateur, et Google est le plus attentif de vos utilisateurs, soit le mieux géré possible. Voilà, vous le voyez, hein. Si je vous montre le graphe des pages explorées et le temps de chargement, vous voyez qu'au même moment où le temps de chargement explose, il y a une baisse du budget de crawl. Donc, le temps de chargement, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. De la même manière, et ça vous le savez, hein, la gestion des 404, la gestion des 300, la gestion des status codes, hein, c'est le seul moyen que Google a de valider la qualité de votre code et la qualité de votre architecture. Faites très attention à vos 404, faites très attention à vos redirections, faites très attention à produire du code SEO friendly. Vous voyez que Google dépense énormément de budget de crawl sur les ressources JS, CSS, images. N'hésitez pas, si vos ressources ne changent pas, n'hésitez pas à renvoyer des status code 304, not changed, parce que finalement, Google va venir beaucoup moins iter ces CSS, ces JS, et vous allez pouvoir détourner ce budget de crawl qui était dédié aux ressources vers d'autres pages, vers des pages web plutôt que des ressources. La 304, c'est vraiment un très bon moyen d'optimiser votre budget de crawl. Sur les ressources, attention, hein, évidemment, quand votre site change, quand votre CSS change, il faut que les ressources passent en 200 pour que et les utilisateurs et Google puissent mettre à jour un peu le code. On sait, hein, plus une page est importante, plus elle a un volume de texte, plus elle a un texte riche. Donc là, on le voit très nettement, hein, le nombre de pages crawlées et non crawlées par Google est complètement lié au nombre de mots qui sont présents dans la page. La bonne recommandation qu'on pourrait vous donner, c'est si vos pages sont héroïstes, si vous connaissez vos pages qui sont importantes, si vous les avez bien placées dans l'architecture, on le verra après, n'hésitez pas à essayer de les nourrir avec du contenu, n'hésitez pas à les mettre à jour, ça améliorera et le nombre de mots, et la fraîcheur, et votre score de page importance. Tout ça est lié. Un petit warning quand même, hein, on fait attention, le duplicate content, c'est quelque chose qui consomme énormément de budget de crawl. On sait que deux pages qui sont très proches sémantiquement ou très proches en termes de contenu, si elles ne pointent pas vers la même canonique, vers la même URL canonique, Google va dépenser 2 fois son budget. Ça, sur un ensemble de millions de pages, vous pouvez imaginer le problème que vous pouvez avoir de faire détecter par Google vos nouvelles pages. S'il consomme énormément de temps à vérifier que vos deux pages similaires ont une canonique ou n'ont toujours pas de canonique, il va dépenser du budget à un endroit dont vous n'avez absolument rien à faire et peut-être ne pas découvrir vos nouvelles pages dans votre architecture. Donc, la gestion des canoniques est extrêmement importante. En plus de la gestion du canonique, j'en ai parlé, le maillage interne est extrêmement intéressant à optimiser. Forcément, une page importante doit recevoir un grand nombre de liens. Une page importante pour votre site est forcément une page qui se retrouve à très peu de clics de la home page. Vous le voyez sur le premier graphique, hein, les pages qui génèrent des visites SEO, donc on détermine les pages actives étant comme des pages qui reçoivent des visites depuis un référeur Google, depuis un moteur de recherche. Donc les pages actives sont souvent les pages qui sont en haut de votre architecture. Mais là, on constate que en profondeur 15, à 14 clics de la home page, il y a un pool de pages qui émergent. Peut-être que ces pages-là sont extrêmement intéressantes ou extrêmement recherchées par les utilisateurs. Je vous invite à croiser vos données Google Search Console avec les données de ces pages-là pour vérifier si vous n'êtes pas passé à côté de pages qu'il faudrait remonter dans votre architecture pour leur redonner encore plus de boost et leur redonner du ranking, favoriser leur ranking. Plus une page est profonde, moins Google la visite. On l'a vu, donc tout ça est lié. Le contenu, le maillage, la rapidité. On voit par exemple, on a un très bon exemple pour un acteur média. Il s'est concentré sur la partie people. C'est la partie qui est la plus importante et qui est la plus génératrice de ROI pour lui.
Eh bien là, le travail de l'architecture a permis de remonter toutes les pages people le plus près possible de la homepage, descendre les pages dites médias qui étaient de moindre importance. Et ça, c'est une optimisation. Donc c'est comme ça que vous pouvez vérifier si votre optimisation de maillage est correctement faite. C'est une très bonne gestion des liens et de la profondeur. J'ai encore un petit tuyau à vous donner. Si vous voulez optimiser la profondeur de certains pools de pages, n'hésitez pas à créer des plans de site HTML, des plans de site HTML dédiés. On va appeler ça des pages hub. Ce seront des pages qui seront déterminantes pour la gestion de votre profondeur. Vous avez par exemple envie de faire une délocation à Grasse, une très jolie ville où j'ai habité, pour l'été. Eh bien, n'hésitez pas à créer une page qui va parler de Grasse, qui va lister, qui va faire des liens vers tous vos produits de location à Grasse, qui sera accessible directement depuis la homepage, et vous aurez optimisé la profondeur. En 2 clics, vous arriverez, premier clic passera sur la page Hub, ce plan de site un petit peu optimisé, avec du contenu, avec une richesse sémantique intéressante et des liens qui pointent directement vers vos produits. En 2 clics, vous serez sur vos produits et vous aurez pris ces pages produits qui étaient peut-être un peu trop perdues dans des listings, vous aurez créé des pages Hub qui vous permettront d'avoir ces produits-là à 2 clics de la homepage. Ça, c'est une très bonne pratique. Quand on gère des sites et que ces sites évoluent et que ces sites ont des déploiements de contenu, il arrive que on oublie ou qu'il arrive qu'il y ait des coquilles et que certaines pages ne reçoivent plus de liens. Ça veut dire qu'elles ne sont plus dans votre architecture. On les appelle les pages orphelines, mais Google, lui, ne les a pas oubliées. Google va continuer à les visiter. Forcément, elles ne reçoivent plus de liens, donc elles vont perdre en importance, mais pourtant, vous le voyez dans le donut de droite, certaines pages orphelines peuvent très bien générer des visites SEO. Il faut pouvoir les identifier très rapidement et corriger les problèmes de linking qui sont dans votre architecture. La gestion des pages orphelines, c'est un très bon moyen d'optimiser votre budget de crawl. Si une page est orpheline et qu'elle ne sert plus à rien, c'est peut-être et qu'elle est toujours hitée par Google, si elle répond 200, c'est que vous dépensez du budget de crawl pour rien. Pourquoi pas vérifier quelles sont les pages orphelines et vérifier si votre politique de redirection est correctement appliquée. On sait que dans un processus de création de site internet, on a de temps en temps des petits défauts, des coquilles qui passent. Il faut savoir réagir, il faut savoir les optimiser et savoir les identifier. Eh bien, en suivant la somme des pages qui sont hitées par Google mais qui ne sont pas détectables lors d'un crawl, lors d'un parcours de site, vous détectez vos pages orphelines et vous devez avoir une politique de redirection ou une politique de remaillage de ces pages-là. Les erreurs à pas commettre, je voulais absolument en parler. La première des choses qu'on a vu dans le graphique, toujours pareil, ce schéma d'organisation du crawl de Google, c'est que la première des choses que Google va faire, c'est qu'il va hitter votre robot TXT ou hitter votre sitemap. Avoir un robot TXT, c'est extrêmement important. L'optimiser, c'est bien, mais ne pas l'avoir, c'est vraiment une erreur parce que la première impression que Google va avoir quand il va commencer son crawl, c'est une 404. Une 404, c'est mauvais. Avoir des sitemaps qui sont à jour, qui sont dédiés à certaines typologies de pages. Vous ne mettez pas 100% de vos pages dans les sitemaps. Mettez les pages qui sont vraiment héroïstes, les pages qui sont vraiment importantes ou les nouvelles pages à faire découvrir. Elles prendront un score SEO pour Google. Évitez les 500, on l'a dit tout à l'heure. Les chaînes de redirection. Les chaînes de redirection, Google l'a spécifié. Au bout de 2 redirections, Google ne suit plus les chaînes. Donc, il ne faut pas hésiter à toujours suivre sa politique de redirection et pouvoir l'actionner, pouvoir toujours qualifier et valider que vos redirections ne sont pas en boucle et en chaîne. Le contenu dupliqué, faites attention à vos footers, aux headers, aux colonnes de droite qui sont souvent dupliquées. On perd un peu en sémantique, on perd un peu en qualité. Les temps de chargement, je l'ai dit, le poids des pages trop important. Les erreurs AMP, forcément, on est dans ce monde où AMP est largement adopté par Google, de plus en plus pour les sites e-commerce aussi. Donc, même si vous pensiez qu'AMP était réservé aux acteurs médias, écoutez, je pense que ce serait bien de faire attention à ce qui va se passer pour les e-commerçants sur AMP. Le mauvais maillage interne, évitez les rel nofollow. Si vous ne voulez pas que Google détecte un lien, écoutez, faites-le en JavaScript, faites-le autrement, faites-le à on-click, mais évitez les rel nofollow, c'est réduire le maillage qualitatif
de votre site. Et je le répète, hein, je suis désolé, mais on a plusieurs exemples aujourd'hui d'utilisateurs qui ont des défauts d'indexation et des défauts de budget de crawl. La navigation en JavaScript doit toujours avoir une alternative. Vous pouvez très bien avoir pour le user experience une navigation en JavaScript ou un chargement en JavaScript de vos données. N'oubliez jamais de faire des liens qui pointent vers les pages 2, vers les pages 3. C'est quand même très important. On pourra en discuter, vous pouvez m'envoyer un petit mail si vous avez des sujets très précis sur les navigations et le JavaScript. Il y a des contre-mesures qui sont connues. On en connaît aujourd'hui une bonne, enfin on connaît les bonnes et les mauvaises. N'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un lien, un mail, on pourra discuter autour de ça. En conclusion, eh bien, c'est simple, hein, pour optimiser son budget de crawl, il faut connaître ses pages importantes. Ce sont les pages héroïstes. Il faut maîtriser le crawl de Google. Il faut vérifier ce que Google vient visiter comme page. Améliorer ses temps de chargement. J'insiste vraiment sur le temps de chargement. C'est aujourd'hui le quick win le plus important dans votre SEO, c'est le temps de chargement. Optimiser son maillage à terre, remonter les pages importantes dans l'architecture, utiliser les pages hub, utiliser des systèmes d'optimisation de votre maillage, corriger les pages orphelines, augmenter le volume de texte dans les pages importantes, le réduire ou éviter d'avoir des textes trop dupliqués, avoir une fraîcheur, une mise à jour de vos pages hub ou une mise à jour de votre homepage vraiment importante, réduire les contenus faibles, je l'ai dit, optimiser les canonicals, réduire le poids des images, réduire le poids des ressources, optimiser vraiment le budget que Google va dépenser sur les ressources, c'est un point clé aujourd'hui aussi. Éviter les chaînes de redirection, on l'a dit. Et puis, suivre les logs et réagir en fonction des anomalies. Hein. Il y a un très bon use case. Les slides du SEO Camp de Lyon sont disponibles. Il y a un très bon use case avec Manageo, qui est un de nos partenaires favoris pour la gestion du budget de crawl. N'hésitez pas à aller regarder sur notre SlideShare, vous pouvez les retrouver. Voilà en gros comment ça peut se passer, comment on peut suivre un crawl de Google quand on analyse ses logs. Vous voyez que il y a certains moments du parcours de Google dans votre site qui sont plus importants que d'autres, certaines pages qui sont plus importantes. Il faut absolument les connaître et savoir optimiser et être sûr d'être au bon moment avec le bon budget. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'acteur qui vont donner du vin. Il faut absolument connaître sa saisonnalité et avoir optimisé les facteurs importants dans le budget de crawl au bon moment pour que Google favorise un maximum vos pages qui sont héroïstes dans un temps donné. J'en parle très rapidement, mais l'optimisation de votre migration, enfin la gestion de votre migration HTTPS, c'est quelque chose d'important. Il faut pouvoir le suivre et le monitorer. Nous avons aujourd'hui plus de 18 retours d'expérience avec nos utilisateurs. Ça s'est à quelques exceptions près très très bien passé avec tous, lorsqu'ils ont pris le temps de bien poser leur log, de bien réfléchir et de bien analyser avant de passer leur migration. Comme je l'ai déjà dit, HTTPS sans HTTP2, c'est dommage de passer. Vous allez peut-être perdre en temps de chargement. Réfléchissez. Je pense notamment à Grosbill qui fait un très très beau travail sur le HTTP2. Réfléchissez aussi, challengez vos équipes IT pour leur parler de HTTP2 avec HTTPS. Je voudrais juste vous parler du Rocket Programme. C'est le programme de formation que nous avons monté avec les équipes pour vous former à OnCrawl. Les prochaines sessions, Emma, il reste encore quelques places? Ouais. Bon, ok. On me dit qu'il reste encore quelques places pour la prochaine session du 18 qui se tiendra à Paris à la Maison d'Aquitaine. La Maison d'Aquitaine, merci Emma. Si vous avez besoin de plus d'informations, on a une landing dédiée et vous pouvez toujours m'envoyer un mail, erle@cognitive.com. Je vous répondrai avec plaisir. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Et c'est l'heure des questions. Je vais demander à Emma. Alors, première question d'Axel. Concernant les pages orphelines, mieux vaut-il employer une 410 au profit d'une 300 pour rapatrier le bot sur des pages existantes? Bonne question, très bonne question. 410, c'est simple. Les 400, Google n'aime pas ça. Maintenant, si ta page a vraiment disparu et que tu n'as aucune autre page qui est en liaison avec cette page-là, alors, bon, une 410. Mais une 400, c'est quand même une erreur client. Et les erreurs clients, on l'a vu, hein, ça a un impact sur le budget de crawl.
Moi, sincèrement, je serais étonné que cette page qui a disparu n'ait pas un équivalent ou n'ait pas une page vers laquelle tu puisses la rediriger. Donc, je serais plus pour la 301 que la 410. Alors, on a une autre question sur les canonicals. Si je spécifie à Google que 20 articles sont des canonicals d'un autre article, différence de couleur par exemple, Google prendra-t-il tout de même en compte le contenu des pages articles qui sont en canonical? Ouais, je comprends. Sinon, aucun intérêt de créer un nouveau contenu différent Ok. pour ces pages canonical Ouais, s'il n'est c'est une pas bonne présent. question. Bah, c'est vrai que on a un exemple avec un de nos utilisateurs qu'on affectionne particulièrement. C'est mon magasin général. Mon magasin général, il fait de la visserie, il a beaucoup de produits qui sont très très similaires. Dans ta question, en fait, ce que je comprends, c'est que tu n'as pas forcément des contenus qui sont extrêmement différents entre enfin, qui sont extrêmement ouais, différent entre tes versions de produits. Pour reprendre un exemple, je connaissais bien les iPhones bleus, vert, rose, orange, on ne réécrit pas à chaque fois un contenu complet. Est-ce qu'il faut faire une canonical? Eh bien, écoute, nous, ce qu'on a vu qui marchait vraiment bien, c'est que tu as le droit d'avoir des pages produits qui sont issues, enfin, qui apparaissent dans tes listings. Et ces pages produits-là, si jamais tu voulais vraiment très très bien le faire, le boulot de SEO, en fait, elles pourraient toutes renvoyer en canonical vers une page hub qui ferait l'explication complète de ton produit avec un contenu unique qui serait dans lequel tu pourrais incorporer tes éléments différenciants, la couleur, la taille, les formes. Et donc, en fait, finalement, au lieu de baser ton SEO sur des pages produits euh, euh, très dupliquées, tu favoriserais un maximum une page mère qui, elle, qui aurait peut-être un template différent, qui aurait peut-être une user experience différente, et pour lequel tu donnerais beaucoup plus d'amour qu'une page produit que tu as déjà dans tes listings. Moi, je pense qu'une nouvelle catégorie, un nouveau template de page qui serait au-dessus, qui chapeauterait cet ensemble de mêmes produits de versions différentes, pourrait être une très bonne technique. Donc oui, je ferais plutôt une canonical vers une page dite mère de ces produits dans lequel tu expliquerais l'intégralité de toutes les versions de tes produits. Et en plus, ça permettrait d'optimiser ton contenu et qui soit à la fois riche et très linké par les autres pages produits. Moi, je ferais une page mère au-dessus de tes produits. Alors, une autre question de Mathieu qui me demande en quoi la mise en cache côté navigateur peut améliorer la vitesse de chargement pour le Googlebot. Ah oui, ouais, tu essayé de me piéger là, c'est bien. Eh bien, Googlebot va quand même vérifier les entêtes de tes requêtes, les entêtes HTTP, il va les sniffer et il va regarder si tu fais bien le travail ou pas. Donc non, Google n'a pas de cache, mais oui, Google va vérifier si tu sais gérer le cache. Et dans ce sens, je pense que optimiser les entêtes HTTP et montrer à Google que vous faites bien le travail sur le cache navigateur est essentiel. Et puis je rajouterai une chose. Tu sais que Google fait du rendering de tes pages. Tu le vois au travers de la Google Search Console quand tu demandes à une nouvelle indexation ou tu demandes à explorer comme Google. Tu vois bien que Google il va venir faire du rendering de ta page. Ce rendering-là, il est forcément fait avec un navigateur, même si c'est pas un navigateur comme tu le conçois toi. Mais il va vérifier, tu verras, tu pourras voir si tu relances le fetch de cette page-là, tu verras qu'il y a un système qui te dit que ta page est plus rapide. Et donc, ça veut dire que tu utilises correctement ton cache. Moi, je pense que c'est un bon principe. Google vérifie la qualité, challenge tes équipes de dev là-dessus, et il y a vraiment un coup à jouer sur la mise en cache navigateur. Le HTTP2, c'est la version moderne du protocole HTTP. C'est un protocole qui vous permet d'appeler des ressources, beaucoup plus de ressources au chargement de la page. Vos pages euh, accélèrent, enfin, pardon, je suis désolé. Les ressources sont appelées en synchrone, de manière beaucoup plus rapide, et vous avez un temps de chargement qui est juste hallucinant. Je vous inviterai à faire le test. Je ne sais pas si je peux faire le test là directement. Est-ce que je peux sortir de la EMA? Oui, hein. Je peux sortir de là et lancer un navigateur. On va faire le test tout de suite. J'espère que tu n'avais rien affiché sur ton navigateur. Je vous montre en quoi HTTP2, c'est génial. Si je vais sur Google, pas Analytics, et que je tape gros Bill ici, je ne sais pas si vous êtes prêts à attacher vos ceintures. Vous allez voir à quelle vitesse la page se charge.
Voilà, elle est chargée. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de charger la homepage de votre site aussi rapidement que Grosbill, mais Grosbill utilise le HTTP2. On appelle des ressources en parallèle, beaucoup plus de ressources en parallèle. Il y a des threads qui sont créés entre le serveur et le client qui sont beaucoup plus pérennes, et c'est vraiment un gros avantage lorsqu'on passe en HTTPS. Je vous invite quand même à lire autour de HTTP2. Je dois reconnaître que ça fait quelques temps que je suis parti de l'architecture système, mais on a constaté que les sites en HTTP2 étaient beaucoup mieux estimés par Google et que Google dépensait beaucoup plus de budget de crawl. Un site qui répond vite, c'est un site que Google va venir, sur lequel Google va venir dépenser un maximum de budget. J'espère avoir répondu à la question. Je l'ai un petit peu évité. On pourra en discuter avec les techos chez Cognitive. On est prêt pour ça. Est-ce qu'on a encore des questions? Un e-commerçant de mode. C'est la question de Xavier. Bonjour Xavier. Pour un e-commerçant de mode, c'est bien d'avoir des contenus texte, mais on vend des produits. Nos contenus principaux sont donc nos images. Quid du coup? Plus t'as d'images, plus les pages sont crawlées. Alors oui, mais alors non. Plus tu as d'images, pas forcément. Enfin, c'est pas parce que tu as beaucoup d'images que tes pages sont crawlées. Ce qui se passe, et ce que dit Google, hein, c'est que il ne faut afficher les images d'une page uniquement si elles sont au-dessus de la ligne de flottaison. Tu ne charges pas ton temps de chargement, enfin tu n'impactes pas ton temps de chargement de page si tu fais du lazy loading. Baser toute sa stratégie de visibilité SEO sur des images, et on l'a vu là avec récemment l'évolution de Google Images, ce n'est pas forcément très bon. Par contre, ce qui est bon, c'est d'avoir un contenu propre, un contenu riche, des images qui sont en regard de ton contenu. Pour chaque image, tu peux très bien avoir un bloc de contenu en face. Je sais pas, moi je me souviens que, alors je vais encore reprendre un exemple de Orange, mais quand on parlait d'un nouveau téléphone, eh bien on parlait de chacune de ces fonctionnalités avec des images qui mettaient en avant le contenu qu'on avait rédigé autour du NFC ou de la 4G ou ces choses-là. Et donc pour chacun de tes produits, je pense qu'avoir un ensemble d'images est une bonne chose. Tu peux très bien avoir une stratégie de création de groupes de pages autour d'un seul produit. Donc, on parlait tout à l'heure de la page mère qui va référencer toutes les versions d'un produit. Pourquoi pas avoir chacune des versions d'un produit avec des images? Les halts sont importants, les temps de chargement sont importants. Favoriser les liens vers les images pour que Google Images les prenne en compte. Et puis, à côté de ça, tu peux aussi prendre toutes ces images de produits et créer une autre typologie de contenu, une galerie d'images, et pourquoi pas aller plus loin et faire de l'image en 3D et avoir plusieurs typologies de pages qui parleront toujours d'un même produit. Et je pense que ça pourrait être un vrai effet gagnant SEO. Alors, on a une question d'Axel sur le cocon sémantique. L'utilisation d'un cocon implique naturellement de créer un niveau de profondeur parfois important. On doit respecter la logique de la structure, sauf que les mères ne génèrent pas nécessairement du trafic alors que les filles en profondeur 6, 7 sont importantes. Oui, tout à fait. Alors, comment faire pour apporter plus de jus aux filles, parfois trop profondes, sans revoir leur emplacement dans la structure? Eh bien, j'en ai parlé tout à l'heure dans ta stratégie en silo. Alors, la stratégie en silo, elle a beaucoup d'avantages aujourd'hui et tout le monde en parle, mais elle a aussi des inconvénients. Dans ta stratégie en silo, tu peux très bien, à l'intérieur de ton silo, plutôt qu'avoir un silo avec une seule architecture, une seule colonne, pourquoi pas avoir un silo avec une double colonne, une colonne de silo qui aurait mère-fille, mère-fille, mère-fille avec des profondeurs 6. Et quand tu veux booster tes pages en profondeur 6, tu as très bien le droit d'avoir ce que j'appelais tout à l'heure la page plan de site, ou en tout cas plan de silo, appelons-la plan de silo, qui pourrait très bien être une deuxième branche dans ton architecture et qui permettrait d'avoir tes pages qui sont en profondeur 2 plutôt qu'en profondeur 6, même si la théorie de la mise en silo, c'est bien de générer un maximum de PageRank interne, de InRank, vers tes pages les plus profondes. Le rapport que tu fais avec les visites et la profondeur, c'est pas exactement sur ça qu'on travaille, c'est vraiment l'importance de la page, le nombre de clics qu'il faut depuis la page d'accueil pour y arriver. Et je pense que tu as le droit d'avoir ton silo et tu as très bien le droit d'avoir on va dire un plan de silo qui serait travaillé pour améliorer ta profondeur et éventuellement enrichir la sémantique ou faire même des ponts de PageRank entre certaines pages. Je t'inviterai éventuellement à discuter avec les frères Perronnet, Sylvain et
Je m'en excuse, j'ai oublié son prénom. Les frères Perronnet qui pourraient très bien te présenter les graphes qu'ils créent sous GPhi pour maximiser le PageRank et calculer le PageRank. La mise en silo, je suis loin d'être un expert de la mise en silo, tu as raison. Les pages qui sont les plus profondes sont celles qui génèrent du trafic. Mais maintenant, ce n'est pas la génération de trafic qu'on cherche à avoir, hein. C'est vraiment la popularisation, la mise en importance des pages. Une dernière question de Guillaume qui aimerait savoir l'impact des AMP pour les sites e-commerce. Alors, tu as des exemples? Alors non, il n'y a pas encore vraiment d'exemple. Je crois que très récemment, que je ne dise pas de bêtises, c'est eBay, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Alors Amazon voulait faire un test. Je crois que le test n'a pas été concluant, mais c'était à l'origine de voilà. C'est eBay, bah voilà, tu vois, j'ai la confirmation par Guillaume, merci Guillaume. eBay est passé en AMP. L'impact, il est difficilement mesurable si ce n'est que tu fais de la qualité pour tes utilisateurs et que Google adore que tu fasses de la qualité pour les utilisateurs. Maintenant, je pense que la techno n'est pas sèche et il faudrait plutôt mener ça comme un POC en interne pour voir déployer que des toutes petites arborescences en AMP pour les e-commerçants, attendre que la techno sèche un peu j'ai pas de retour d'expérience encore. Mais si vous en avez, on serait ravis d'analyser ou de crawler les sites avec vous pour voir s'il y a quelque chose. Faut-il miser sur AMP? Je ne me permettrai pas de dire qu'il faut miser sur AMP. Je pense que dans une stratégie SEO de mise en visibilité, tu as même pas SEO d'ailleurs. Dans une stratégie de mise en visibilité, tu dois essayer de maximiser chacun de tes apporteurs de trafic. AMP en est un, le SEA en est un, le retargeting en est un, le display en est un, le SEO en est un, l'affichage sur Google Maps en est un. Il faut absolument essayer de maximiser tout ça. On vient de voir qu'on a un rendez-vous. C'était l'anniversaire d'Emma. On lui souhaite un excellent anniversaire. C'était hier. N'hésitez pas à lui envoyer des petits tweets, ça lui fera plaisir. Je crois qu'on en a terminé. Plus de questions. Plus de questions. Merci à tous d'avoir été là. Et merci Guillaume. Merci à nos utilisateurs qui sont fidèles. Et puis, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous avez mon mail, c'est herley@cognitive. Vous m'envoyez des mails et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir été présents et à bientôt pour un prochain webinaire.